Bonjour à tous, je suis une nouvelle fois ravi de vous retrouver sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo et pour continuer notre série, notre rétrospective de l'année 2021 avec donc le dernier film de Clint Eastwood, Cry Macho, un film qui a mis énormément de temps avant de voir le jour au cinéma. Et pour une fois dans cette série, c'est pas à cause du Covid mais plutôt à cause de problèmes d'adaptation, parce qu'il avait été question de l'adapter déjà, le scénario avait été écrit dans les années 70, et il avait été question de l'adapter dans les années 80 avec Clint Eastwood justement. Bref, c'est un film un peu maudit, jusqu'à l'année dernière encore, où il est donc sorti et a été réalisé par Clint Eastwood cette fois, qui se met en scène lui-même, sûrement dans son dernier film d'ailleurs. Et donc aujourd'hui on parle donc du dernier film de Clint Eastwood, Cry Macho. Et c'est donc dans un univers de western qu'on retrouve pour une dernière fois Clint Eastwood, dans un lieu qui ne sera pas celui du film d'ailleurs, le Texas, avec une musique au style country, un générique dont la typographie renvoie aussi au genre cinématographique, et comme décor, donc, la campagne américaine. Ce que nous envoie Eastwood là, c'est les codes d'un cinéma dans lequel il est familier de le voir tenir le rôle principal, et c'est des codes qu'il met en scène pour mieux les détruire ensuite. On va retrouver par exemple un intérêt pour les voitures, qu'on pouvait voir dans Gran Torino par exemple, et qu'on met en avant dès le début, par des plans sur l'avant des voitures qui se garent, et ce sont des voitures qui vont ensuite tomber en panne, ce qui va d'ailleurs être au centre de l'intrigue parce que le fait qu'ils soient en panne, ça va complètement changer le destin du héros. On retrouve aussi les animaux, les chevaux qui suivent la voiture de Mike au début, quand il arrive au Mexique, et qui plus tard sont blessés, et le personnage va d'ailleurs devenir presque un vétérinaire, le vétérinaire du village, à un certain point, et c'est lui que tout le monde va voir pour soigner ses bêtes. Et ce qu'on peut souligner aussi, c'est l'une des phrases du personnage, à un moment qui se tourne vers Raffo et qui lui dit qu'il ne peut rien faire contre la vieillesse. Et ça, c'est caractéristique à la fois du destin du personnage, mais aussi de celui des symboles qui meurent ou qui se fanent. Et le seul animal fort, finalement, dans cette histoire, c'est un coq, dont Mike se moque pendant une longue partie du film, mais qui lui sauve la vie à la fin, et après quoi, le personnage n'en pense que du bien. Et le titre suffit bien aussi à résumer cette idée. Cry Macho, donc pleure macho. Macho qui est le nom du coq, donc, et qui signifie en espagnol mâle, par opposition à la femelle. C'est quelque chose presque d'antithétique, ces deux mots qui sont presque antithétiques par rapport au personnage qui a toujours incarné Clint Eastwood, quelque chose sur lequel il réfléchit d'ailleurs dans le film, et une scène dans laquelle il parle du fait de vouloir jouer les durs, et finalement tout cela n'est qu'une perte de temps, et cette auto-réflexion sur son cinéma, elle est au centre des questionnements du film, et une question d'ailleurs qu'on pourrait se poser après l'avoir vu, c'est qui est Macho finalement ? Parce que c'est certes le nom du coq, mais ça pourrait très bien être aussi Mike, qui, comme le dit Raffo dans une scène, était autrefois quelqu'un de fort et est à présent quelqu'un de faible. Et ça pourrait aussi être Raffo, qui se distingue, qui cherche à être quelqu'un de fort par la violence, d'abord avec ses combats de coq, mais qui le devient réellement lorsqu'il fait un choix important dans sa vie, celui de rejoindre son père. Et une réflexion du film tourne aussi autour de l'âge et de la confrontation des générations. À la fin des années 80, Clint Eastwood, qui devait tenir le rôle principal, se serait senti trop jeune et aurait préféré confier le rôle à Robert Mitchum, parce que la vieillesse de Mike, c'est quelque chose d'essentiel dans le récit, pour comprendre sa psychologie et ses choix, par le fait qu'il entre en opposition avec tous les personnages, puisqu'ils sont tous plus jeunes que lui, et il y a en permanence l'horizon de la mort, par le fait qu'on puisse penser parfois que des individus souhaitent le tuer, et par le fait aussi qu'il évoque son passé, la mort de sa femme et de son enfant, un passé qu'il retrouve également avec Martha, qui est également veuve, et c'est quelque chose qu'on retrouve à travers la différence d'âge entre les deux protagonistes, qui en réalité est de 75 ans entre les deux acteurs, ce qui est assez impressionnant, et qui transmet l'idée d'un dialogue à travers les âges, parce que les films de Clint Eastwood, c'est toujours la plupart du temps en tout cas, la confrontation avec d'autres cultures que la sienne, c'est toujours l'américain conservateur qui se retrouve face à une femme qui souhaite faire de la boxe dans $1 Million Baby, ou une famille coréenne dans Gran Torino, alors que le personnage a fait la guerre de Corée. Et là, face à lui, il retrouve des personnages qui ne parlent pas sa langue, et en l'occurrence, un jeune homme mexicain, dont on retrouve la confrontation des cultures dans leur discussion, quand Mike est malade à cause de l'eau par exemple, et que Raffo s'en moque en disant que seulement les Américains sont malades. On y voit un traitement apaisé des relations pourtant assez tendues entre les deux pays,
Et je pensais à ça justement en le revoyant, c'est qu'à une époque où on a beaucoup parlé de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et des tensions qui peuvent exister entre les deux pays, là on a un départ dans les deux sens. Le départ de Raffo pour les États-Unis, qui est une immigration pour retrouver son père, et le départ de Mike vers le Mexique, pour y trouver une autre famille. Et donc Cry Macho, ça n'est pas seulement une réflexion sur le cinéma de Clint Eastwood, mais aussi sur l'Amérique, cette partie de l'Amérique en tout cas. Alors mon avis maintenant, qui est plutôt mitigé. D'abord je dois dire que c'est un film qui m'a laissé pour impression globale un sourire aux lèvres, qui traduit sûrement pour un spectateur de cinéma le fait de voir Clint Eastwood lui-même sourire, qui est un événement plutôt rare. Alors le début du film m'a laissé quand même un peu perplexe parfois, parce que les choix des personnages par exemple sont un peu trop rapides, et parfois même miraculeux. Le fait que Raffo souhaite suivre Mike par exemple, le fait que le shérif se mette soudainement à le défendre au prix de la vie de sa famille presque. Globalement les choses se passent très vite dans la première partie, et on a un récit assez complexe qui est condensé dans la première demi-heure. Une chose aussi dont je suis pas particulièrement fan, c'est les dialogues au début qui expliquent clairement le contexte, pas de manière très fine j'ai trouvé. Le fait est que Clint Eastwood nous a habitués à prendre son temps pour installer des histoires, et là ça n'est pas le cas. Ceci dit, le contexte central du film, c'est-à-dire le fait que Raffo et Mike logent chez une femme mexicaine dont ce dernier tombe amoureux, est très difficile à installer, sans passer par des péripéties alternatives et bien moins intéressantes. Et le moment où il prend son temps justement, c'est le plus intéressant et le plus émouvant. C'est personnellement le moment que j'ai tendance à retenir du film. Et au passage d'ailleurs, très bonne actrice j'ai trouvé, Natalia Traven qui interprète Martha et qui fait passer des tas d'émotions par le regard, dont le personnage est en plus très intéressant, très profond. Voilà, un film qui est pas ultra sophistiqué, mais qui est très simple. Et le moins réussi justement, c'est le moins simple. J'ai trouvé par exemple que les quelques scènes d'action sont un peu ratées, quand Mike tente d'attraper le coq au début, ou quand il y a un affrontement. À la fin par exemple, quand une voiture les pousse. Disons qu'on croit pas à ce moment-là à la violence potentielle que ça représente, surtout que c'est un film tellement pacifique que le moindre accès de violence, le moindre accès de colère, ça devrait être décuplé normalement. Et au-delà de l'aspect purement formel, je trouve que les films de Clint Eastwood ont la grande capacité, la grande qualité à générer une vraie dose de bienveillance à l'égard du monde, à travers différentes générations, différents sexes ou différentes nationalités. Et là on a les trois réunis dans le même film. Et en interprétant ce vieil homme dur et froid au premier abord, au passé souvent tragique aussi, qui rencontre des individus très différents de lui, mais qui sont souvent remplis d'humanité, ça crée un contraste qui génère, je trouve, de la bienveillance. Je me rappelle être sorti de la salle, alors c'était il y a 6 mois de ça, mais je me rappelle encore être sorti de la salle aujourd'hui, avec une vraie dose d'humanité en plus. Et je voulais parler de ça parce qu'on aborde souvent le caractère conservateur du personnage, qu'il soit réel ou fictif d'ailleurs, et on met pas assez en avant cette dimension, qui je trouve est à la fois plus dominante peut-être, et plus intéressante en tout cas, et qui dans ce film est clairement évidente. Et une chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la phrase à un moment donné de Martha, quand Mike se sent obligé de payer pour le repas qu'elle lui offre, et qu'elle lui répond qu'elle fait ce qu'elle veut. Je trouvais que finalement il n'y a pas plus féministe comme phrase, que le fait qu'une femme dise qu'elle fait ce qu'elle veut, et le fait est que dans le film, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc voilà, j'ai trouvé la relation homme-femme très réussie dans le film, et j'ai trouvé aussi qu'il évitait très habilement la potentielle polémique autour de la différence d'âge entre les deux comédiens, entre les deux acteurs, parce que c'est une histoire qui finalement est juste une histoire d'amour, et qui n'a pas de dimension sexuelle, ce qui est une vraie réponse au problème, je trouve. Et de manière générale, j'ai trouvé que le film parvenait à mettre en œuvre des émotions avec beaucoup de pudeur, représentées par le personnage principal qui refuse de pleurer lors de son départ, et qui est plutôt dans le film, dans le noir, le chapeau couvrant ses yeux, lorsqu'il pleure en évoquant son passé, celui de sa femme et de son enfant. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ce plan magnifique, et je pense que c'est l'une des meilleures images de cinéma pour exprimer la pudeur d'un sentiment. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ou si ça n'est pas le cas d'ailleurs, vous pouvez me l'indiquer en commentaire, lui mettre un pouce bleu si ça vous a plu donc, ou vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et j'en profite pour vous dire que j'ai sorti une vidéo sur Paul Thomas Anderson il y a une semaine à peu près, et que c'est, selon moi en tout cas, la plus réussie de la chaîne à ce jour, que je fais une rétrospective aussi sur Tarantino, que j'en ai fait une sur Kubrick, et que celle de 2021 continue également.
Tout ça, vous pourrez le retrouver donc sur ma chaîne. Donc allez-y si ça vous intéresse. Et d'ici à la prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite.